Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Imaginez un instant, et si l'art, tout d'un coup, pouvait devenir une science? Si un écrivain pouvait se prendre pour un chercheur, un biologiste dans son labo, et utiliser ses personnages, eh bien, comme des cobayes. C'est le pari un peu fou, il faut le dire, d'un mouvement littéraire qui a voulu disséquer la nature humaine. Allez, on plonge là-dedans. Et cette question, elle peut paraître simple, mais en réalité, elle est complètement radicale. C'est vraiment le cœur du sujet. Ça résume toute l'ambition démesurée du naturalisme. Sert du roman un véritable outil de connaissance aussi précis, aussi rigoureux que la médecine ou la biologie de l'époque. C'est une idée qui va littéralement tout secouer dans la littérature du 19e siècle. Alors, pour bien comprendre cette petite révolution, il faut qu'on s'arrête sur un concept clé, celui du roman laboratoire. C'est l'idée, au fond, que la fiction peut devenir un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation pour tester les grandes vérités sur l'être humain. Bon, si on devait donner une définition, voilà ce que ça donnerait. En gros, entre 1860 et 1890, le naturalisme se dit « décrire le réel, c'est bien, mais ça ne suffit plus ». Non, ce qu'on veut, c'est l'expliquer. On veut trouver les lois cachées, les mécanismes qui font qu'on agit comme on agit. C'est une approche hyper clinique, presque chirurgicale de la réalité. Et pour bien saisir la différence, cette analogie est parfaite. Le réalisme, qui vient juste avant, c'était un peu comme un miroir qu'on tendait à la société, ça montrait les choses. Voilà. Le naturalisme, lui, c'est beaucoup plus agressif. C'est un scalpel. Il ne se contente pas de montrer, non. Il ouvre, il tranche, il analyse. Il veut trouver les causes, les racines de tout ce qu'il observe. Évidemment, une ambition pareille, ça ne sort pas d'un chapeau, ça s'appuie sur les grandes découvertes, les grandes théories de l'époque. C'est un peu comme si les écrivains naturalistes avaient leur propre boîte à outils scientifique, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, dans cette boîte à outils, on trouve 4 noms essentiels. Ce sont vraiment les piliers du mouvement. On a Hippolyte Taine et son fameux déterminisme. On a Claude Bernard, le grand médecin, et sa méthode expérimentale. Bien sûr, il y a Darwin et sa théorie de l'évolution, et puis Auguste Comte et sa foi absolue dans la science, le positivisme. Tout ça, mis ensemble, ça donne à des auteurs comme Zola une grille de lecture complètement nouvelle pour comprendre le monde. Et le concept vraiment central, celui qu'il faut absolument retenir, c'est le déterminisme de Taine. Pour lui, c'est simple, la liberté individuelle, c'est une belle illusion. En fait, on est le produit d'une sorte d'équation à 3 facteurs. Premièrement, l'hérédité, ce qu'on appelle à l'époque la race. Deuxièmement, l'environnement, le milieu. Et troisièmement, le contexte historique, le moment. Et la conclusion logique pour l'écrivain, c'est que s'il maîtrise ces 3 forces, il peut presque prédire comment ces personnages vont se comporter. Cette citation, elle est incroyable, parce qu'elle montre à quel point cette pensée est radicale. Le vice et la vertu, des produits comme le vitriol et le sucre. C'est dire que la morale, le bien, le mal, tout ça, ce ne sont que les résultats de processus chimiques et sociaux. C'est une vision qui fait descendre l'humain de son piédestal. Il n'est plus une créature à part, il devient un simple objet d'étude, un homme physiologique, une bête humaine soumise à ses instincts. Ok, donc là on a la base théorique, les grandes idées, mais il fallait une méthode, un mode d'emploi. Et c'est là qu'intervient le chef de file du mouvement, Émile Zola. C'est lui qui va formaliser tout ça, et surtout qui va le mettre en pratique. Et son grand coup, c'est ce livre, le roman expérimental. C'est vraiment la Bible du mouvement. Ce que Zola fait, c'est qu'il prend les principes d'un grand médecin, Claude Bernard, et il les applique à la littérature. L'idée, ce n'est plus d'imaginer des histoires, mais d'expérimenter. Le roman devient une sorte d'enquête scientifique sur la nature humaine. Zola va même jusqu'à définir un protocole très clair, en 2 étapes. Le romancier a 2 casquettes. D'abord, il est observateur. Là, il fait un travail de documentation énorme, presque de journaliste. Ensuite, et seulement ensuite, il devient expérimentateur. Il place ses personnages, avec leur bagage héréditaire et social, dans une situation précise, et il regarde ce qui se passe. L'intrigue, du coup, n'est plus vraiment inventée, elle devient le résultat logique de l'expérience. Et attention, derrière cette méthode qui peut paraître un peu froide, il y a en fait une ambition sociale énorme. Le raisonnement de Zola, c'est si on arrive à comprendre les lois qui causent la misère, l'alcoolisme, la violence, eh bien un jour on pourra agir dessus pour améliorer la société. Le roman n'est plus juste de l'art, il devient un outil de progrès social. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais la mettre en pratique à une échelle monumentale, c'est une autre paire de manches. Et c'est exactement ce que Zola va faire. On va voir maintenant l'application la plus folle de cette doctrine.
Rien que le sous-titre de la série « Histoire naturelle et sociale d'une famille », c'est un programme scientifique en soi. Zola ne se contente pas d'écrire 20 romans, non, il mène une véritable étude de cas sur une famille, sur plusieurs générations, pour traquer une fêlure de départ et voir comment elle se transmet, comment elle se transforme en fonction des différents milieux sociaux. Et voilà le plan de son expérience. Il part d'une seule ancêtre, et il crée 3 branches familiales. Chacune va évoluer dans un milieu complètement différent. On a les Rougon, la branche légitime, qui vise les sommets du pouvoir et de la bourgeoisie. Les Macquart, la branche bâtarde, qui patauge dans la misère ouvrière, l'alcool, la violence. Et entre les deux, les Mouret, la petite bourgeoisie commerçante. C'est parfait pour Zola. Il peut comparer les effets de l'hérédité et du milieu. Et du coup, chaque roman devient un laboratoire à part entière. Et le travail de préparation est juste colossal. Pour écrire Germinal, Zola descend lui-même dans les mines. Pour l'Assommoir, il passe des mois à prendre des notes sur le langage des ouvriers parisiens, leur façon de vivre. Parce que ces lieux, la mine, le grand magasin, les halles, ce ne sont pas juste des décors. Ce sont des forces actives qui façonnent les personnages et bien souvent qui les écrasent. Forcément, une littérature qui décide de montrer comme ça, sous un microscope, les aspects les plus crus de la société, sans mettre de gants, sans filtre moralisateur. Ça ne pouvait que faire des vagues, et des grosses. Voilà comment la critique de l'époque a réagi. Littérature putride, en montrant la misère, la violence, la sexualité, la maladie, sans chercher à enjoliver quoi que ce soit, Zola et ses amis sont accusés de se vautrer dans la saleté, dans le sordide. Des livres comme L'Assommoir ont provoqué de véritables scandales publics. Maintenant, il faut quand même nuancer un peu. Le naturalisme, ce n'est pas un bloc uniforme, avec Zola comme seul maître à bord. Autour de lui, il y a tout un groupe d'auteurs qui partagent certaines idées, mais qui prennent aussi leur distance. Maupassant, par exemple, le côté scientifique, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Il préfère disséquer la bêtise humaine. Et Huysmans va carrément évoluer vers toute autre chose, le symbolisme, en rejetant complètement ce matérialisme. Le coup de grâce, si on peut dire, va même venir de l'intérieur du mouvement. En 1887, 5 de ses propres disciples publient une lettre ouverte, le Manifeste des 5, pour démolir son dernier roman, La Terre. Ils l'accusent d'être obsédé par le vulgaire, le scatologique. C'est la rupture. C'est le signe que l'âge d'or du naturalisme est terminé et que sa rigueur scientifique commence à être vue comme une impasse. Au final, que reste-t-il de tout ça ? Eh bien, le naturalisme nous laisse avec cette question qui est toujours d'actualité. L'art peut-il vraiment être une science ? Est-ce que cette ambition de faire du roman un outil de connaissance pure a vraiment fonctionné ? Ou est-ce que ça a juste prouvé que la littérature, même la plus documentée, la plus vraie, reste avant tout une affaire de création, de regard personnel, un coin de la nature vu à travers un tempérament, comme le disait Zola lui-même, dans une formule qui contredit peut-être un peu tout son système. Le débat, lui, reste ouvert.